d'abord vous redire l'importance que revêt ce type d'instant qu'on passe ensemble. On peut ne pas voir les résultats immédiats, mais comprendre le monde, c'est un préalable pour pouvoir le transformer. Dans l'histoire du mouvement ouvrier, les moments d'éducation collective ont toujours été des moments qui ont permis, après aux militants, de se frayer un chemin dans la complexité sociale et de trouver les voies et moyens pour mener les combats que nous devons mener. Aujourd'hui, nous abordons une question qui est au cœur du CELA, qui est la question de la jeunesse, puisque le CELA est d'abord le syndicat des jeunesses. Et pour aborder ces questions-là, eh bien, il faut, comme toutes les autres questions sociales, d'abord rappeler quelques fondamentaux. Et je vais donc vous redire des choses que je vous ai déjà dit, mais parce que la répétition fixe la notion, c'est parce qu'on n'a plus l'habitude, on ne nous apprend plus à raisonner comme cela, qu'il faut rappeler quelques fondamentaux. C'est toujours les mêmes. Et je ne vous lâcherai pas, je vous les répéterai à chacune des séances. Le premier fondamental à avoir en tête, c'est qu'il y a deux manières d'aborder une question sociale. Une qu'aiment les classes dominantes et une qui sert les intérêts des classes dominées. Celle qui sert les intérêts des classes dominantes, ça s'appelle l'idéalisme. L'idéalisme, c'est une méthode, une manière de penser qui considère que l'histoire est le résultat de l'évolution des idées, qu'on explique les choses par les idées. Cette manière de penser, en matière de jeunesse, vous pouvez avoir un exemple avec le phénomène Tanguy. Les jeunes auraient changé d'idée et décideraient de rester chez leurs parents, parce qu'ils seraient différents des jeunes d'avant qui auraient choisi, eux, de partir. Donc il y aurait un changement dans les idées des jeunes qui entraînerait un changement des comportements. C'est de l'idéalisme parce que quand on fait cela, on ne s'intéresse pas à pourquoi les jeunes sont amenés à rester chez leurs parents aujourd'hui. L'autre méthode, celle qui sert les intérêts des classes populaires, c'est le matérialisme. C'est-à-dire qu'il va tenter de comprendre nos idées à partir de ce que nous vivons. Quelqu'un qui ne mange pas ne pense pas comme quelqu'un qui mange. Quelqu'un qui a faim ne pense pas comme quelqu'un qui n'a pas faim. Quelqu'un qui est fatigué ne pense pas comme quelqu'un qui n'est pas fatigué. C'est donc les aspects matériels de notre vie qui vont déterminer comment nous pensons. Et une fois qu'on a compris cela, ça permet de déjouer, de ne pas se faire avoir par les idéologies que la classe dominante lance dans la société, par ce qu'on nous apprend à l'école, par ce qu'on nous montre à la télévision, etc. On nous diffuse des manières de voir les choses qui nous empêchent de comprendre la réalité. Ça, c'est donc le premier fondamental. Le second fondamental à avoir en tête, c'est ce qu'en sociologie on appelle l'essentialisme. L'essentialisme, c'est une méthode qui est mise en avant par les classes dominantes pour qu'on n'analyse pas les véritables causes des situations. On va donc considérer que quand on analyse une situation, l'explication, il faut la chercher dans ce que les sociologues appellent l'essence de la population étudiée. Je vais prendre un exemple très concret, le fameux instinct maternel pour les femmes. Voilà. On considère que les femmes auraient en eux, dans leur corps, un instinct qui les distinguerait des hommes, qui les pousserait à s'occuper des enfants, qui les pousserait à s'occuper des tâches ménagères, à s'occuper de tout ce qui concerne l'éducation des enfants. Cette manière de poser la question, dire qu'il y a une naissance féminine, vous imaginez bien, ça arrange bien les hommes. Puisque si c'est dans leur corps, je n'ai pas à m'occuper de l'éducation des enfants. Si c'est en elle-même, je n'ai pas à m'occuper de la scolarité des enfants. Et c'est ce qui va expliquer comment plein de prolétaires sincères peuvent déléguer entièrement, c'est-à-dire laisser la charge de travail entièrement à leurs femmes, la question de l'éducation, de s'occuper des enfants, etc. Et voilà comment l'idéologie dominante entre dans nos mœurs quotidiennes. En matière de jeunesse,
c'est très très fréquent. Et les bourgeois aiment nous amener à penser de manière essentialiste. Les jeunes resteraient chez leurs parents parce que dans leur essence, il y aurait un phénomène, un comportement particulier. Les jeunes n'aimeraient pas la stabilité. On nous dit ça. Les jeunes aimeraient bien bouger. Donc, ça permet de justifier toute la précarité que vivent les jeunes aujourd'hui. En réalité, si les jeunes aujourd'hui sont moins stables qu'avant, ce n'est pas lié à leur être, c'est lié aux conditions qui leur sont imposées. Alors, gardez bien en tête ces deux fondamentaux pour qu'on puisse comprendre un peu ce qui se joue aujourd'hui en matière de traitement de la jeunesse. Je vais dire ma conclusion d'emblée, et ensuite je donnerai des arguments pour que vous puissiez vérifier si je me trompe ou non. Ma conclusion, elle est très simple. Les jeunesses, je parle au pluriel parce qu'il n'y a pas qu'une jeunesse, les jeunesses aujourd'hui vivent une situation beaucoup plus dramatique que par le passé. Elles sont une variable d'ajustement structurel du capitalisme ultralibéral que nous connaissons aujourd'hui. Avoir 20 ans en 2021, c'est plus dur que d'avoir 20 ans en 1970 ou en 1980. Et c'est important de l'avoir en tête parce que très souvent, quand on l'oublie, on peut devenir, sans s'en rendre compte, complice du traitement que vit la jeunesse. Non pas un complice parce que je veux que mes enfants souffrent plus. Mais par exemple, quand dans ma boîte, on négocie un accord pour la réduction du temps de travail et que j'accepte, alors que je suis un militant CGT de lutte des classes, j'accepte que pour préserver les intérêts de ceux qui sont déjà là, en disant quand même ils sont déjà exploités, quand même ils sont là depuis des années, ça fait 30 ans qu'ils bossent dans cette boîte, etc. J'accepte ou je cède sur le fait que les nouveaux qui vont devenir salariés n'aient pas exactement les mêmes droits que les anciens, eh bien je contribue à faire de la jeunesse une variable d'ajustement structurel. Et ce que je vous dis là, c'est après une étude que j'ai faite sur 400 accords RTT, dans lequel près de 60% de ces accords prévoyaient que des droits acquis par les anciens salariés ne soient pas donnés aux nouveaux salariés qui seraient embauchés, qui sont essentiellement des jeunes. Donc, tickets restaurant, les anciens peuvent les garder, mais les nouveaux qui arrivent ne les ont pas. Certains droits au congé étaient accordés par l'ancienneté, et donc les nouveaux ne l'avaient pas, ce qui était essentiellement des jeunes. Donc on voyait bien, on n'avait pas affaire à des militants CGT qui étaient complices du patronat. On avait affaire à des militants CGT qui n'avaient pas les outils pour comprendre que le capitalisme aujourd'hui organise la classe ouvrière en la hiérarchisant. Immigrés en bas, jeunes en bas, femmes en bas, etc. C'est-à-dire qu'on hiérarchise tout ça pour pouvoir mieux exploiter l'ensemble. Alors pour vous montrer cela, je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur ce que c'est être jeune, ce que c'est que la jeunesse. Parce que tout le monde parle de jeunesse, c'est très bien de le définir quand même. On a l'impression de savoir ce que c'est, et pourtant, il n'y a rien de plus flou que cette notion de jeunesse. Contrairement à l'apparence, l'âge de jeunesse n'est pas le même en fonction des périodes de l'histoire. Être jeune au Moyen-Âge, être jeune au début du capitalisme, être jeune aujourd'hui, ça n'est pas la même chose. Allez lire les romans du 19e, du 20e siècle, du début du 20e siècle, vous verrez que ce n'est pas les mêmes tranches d'âge, on ne parle pas des mêmes. Et donc, en fonction du moment historique où l'on parle, eh bien, être jeune ne veut pas dire la même chose. Aujourd'hui, on se demande, quand on commence la jeunesse, puisqu'on nous la présente comme de plus en plus jeune, on est jeune de plus en plus jeune, et quand elle finit, quand on regarde les dispositifs, on nous dit la jeunesse commence à 16 ans, ok, et pourquoi 16 ans? On ne sait pas. Et on nous dit, dans certains dispositifs de politique publique, donc c'est l'État qui décide, c'est 25 ans, d'autres c'est 28 ans, d'autres c'est 30 ans. On se dit c'est un âge de jeunesse qui est quand même à géométrie variable, et on peut se poser la question, à quoi ça sert que d'élargir sans cesse la jeunesse? Dans le passé, le mouvement ouvrier avait imposé, je dis bien le mouvement ouvrier, j'y reviendrai tout à l'heure, avait imposé quelque chose de très simple. On est jeune jusqu'au moment où on devient autonome.
financièrement. C'est-à-dire que la jeunesse, c'était un statut lié à la capacité de s'en sortir seul, de ne plus être dépendant de l'économie familiale, de ne plus être dépendant des parents simplement. Donc, première caractéristique, attention, être jeune, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est une définition sociale. C'est la manière dont la société appelle une partie de la population jeune. La jeunesse, c'est aussi une variable culturelle. C'est-à-dire être jeune en Chine, être jeune en France, être jeune en Afrique, ça n'est pas la même chose. Ce n'est pas exactement la même chose. Si vous regardez les âges qu'on appelle jeunes à tel endroit, ce n'est pas exactement la même chose. Tout simplement parce que les cultures sont le résultat de comment on produit notre vie collectivement. Donc, quand dans une société, c'est l'agriculture qui est prédominante, eh bien, est jeune celui qui ne contribue pas encore aux tâches du groupe familial pour travailler à la ferme, par exemple. Et dès qu'il contribue, eh bien, il devient adulte. Donc, c'est une variable historique et c'est une variable culturelle. En revanche, dans toutes les sociétés, la sortie de l'âge de jeunesse, elle est précise. C'est l'accès à l'âge adulte. Et l'accès à l'âge adulte, il se définit d'abord par la capacité à s'en sortir tout seul, à être autonome en termes économiques d'abord. Avec l'apparition du mode de production capitaliste, on voit d'abord se développer le fait qu'il faut rendre adulte tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'inverse, on verra. Mais au moment où il apparaît, il faut rendre adulte tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une soif de force de travail, un besoin de force de travail qui est tel, les nouveaux capitalistes ont besoin de force de travail. On va détruire la petite économie paysanne pour que les gens soient obligés de se transformer en travailleurs. On va faire appel à l'immigration pour qu'ils se transforment en travailleurs. Et en matière d'âge, les enfants, je ne parle même pas de jeunesse, on parle d'enfance, vont être des travailleurs. C'est la lutte du mouvement ouvrier qui va contraindre à la prise en compte de la notion d'enfance. C'est-à-dire qu'un enfant, ça ne travaille pas. Et ça, cette prise en compte-là, c'est un acquis du mouvement ouvrier avec l'exigence d'une fixation d'âge pour l'entrée dans le monde du travail. Je vous rappelle que vous pouvez bosser à 8 ans, à 10 ans, etc. C'est bien, donc il n'y avait rien de naturel en termes d'enfance ou de jeunesse. C'est le mouvement ouvrier qui a imposé ce repère-là. Et c'est donc le mouvement ouvrier qui va contribuer à l'apparition d'un âge de jeunesse qui soit lié à la non-exploitation, à l'idée qu'un enfant est quelqu'un qu'il faut protéger et éduquer, qu'un jeune est quelqu'un qui est en voie de formation et qu'un adulte est quelqu'un qui travaille et qui subvient à ses besoins. Ça n'a pas été quelque chose de naturel dans le capitalisme. Ça a été une conquête. Et une conquête liée à des luttes. Il y a eu des grèves pour ça. Pour que le travail des enfants soit d'abord régulé, puis que l'âge soit retardé, puis que l'enseignement soit obligatoire. Ça n'a rien de naturel sous le capitalisme. Si je vous dis ça, c'est parce que depuis une quarantaine d'années, depuis les années 80, on assiste à ce qu'on appelle la contre-révolution libérale, c'est-à-dire le néolibéralisme, la mondialisation, dans lequel le capitalisme revient à ses formes originelles, à ses formes pures, et donc avec, pour cela, une tendance à faire revenir la jeunesse dans le sens d'une non-protection. Et donc, moi je suis de ceux qui sont, si nous ne développons pas la CGT, si nous ne développons pas les forces ouvrières, si nous sommes incapables de créer du rapport de force, oui, même la question du travail des enfants demain sera reposée. Oui, le patronat ira jusqu'à refaire travailler des enfants. Il n'y a rien de naturel dans le fonctionnement, dans ces repères d'âge. Ces repères d'âge ont été imposés par les luttes. Et le fait que la bourgeoisie est de nouveau à l'offensive l'amène à revenir à un fonctionnement tel qu'il était au début du capitalisme.
cette utilisation des plus jeunes pour les surexploiter est une réalité constante du capitalisme partout où il est apparu. Partout où il est apparu. Et ça n'est pas que l'âge qui est en question. Le capitalisme fonctionne en utilisant toute différence pour la transformer en hiérarchie. La différence de sexe, ça va permettre au capitalisme de surexploiter les femmes, d'exploiter les hommes et de surexploiter les femmes. La différence d'âge, ça va amener le capitalisme à surexploiter les plus jeunes en exploitant les plus âgés. Et la différence d'origine, le racisme, ça va permettre de surexploiter certains en fonction de leur origine, tout en continuant à exploiter d'autres. Donc le capitalisme, sa règle de fonctionnement première, c'est utiliser toute différence à des fins de hiérarchisation. Toutes les différences objectives possibles et imaginables sont réintégrées dans le capitalisme pour maximiser son profit. Une première conclusion s'impose donc. Il n'y a aucune défense des intérêts des jeunes qui soit cohérent si ça n'est pas une défense qui est liée à l'anticapitalisme. Si on ne comprend pas que c'est le capitalisme qui crée le statut de la jeunesse, qui crée sa place particulière dans la société, qui crée sa surexploitation, si je ne comprends pas ça, je peux mener une lutte, mais elle sera inconséquente. Je n'aurai pas saisi en quoi c'est en lien avec le système global. C'est la même chose avec le féminisme. Un féminisme qui ne prendrait pas en compte le fait que le capitalisme a besoin du sexisme pour fonctionner, pour diviser et surexploiter certaines, eh bien si je ne comprends pas ça, ma lutte antisexiste, ma lutte féministe sera une lutte incohérente. Et comprendre cela permet de bien saisir que seul l'anticapitalisme est la bonne manière pour défendre les droits de la jeunesse. Autre élément important, avoir en tête que parler d'une jeunesse, c'est une manière pour la bourgeoisie, quand vous allumez ce soir votre télé, vous verrez, la jeunesse pense, la jeunesse réagit comme ça, là, au singulier. Penser comme cela, c'est une manière de nier la division de classe de notre société. La jeunesse, comme toutes les autres catégories sociales, est divisée en classes sociales. Être né dans le 16e et être né à Tourcoing, au Pont-Rompu, c'est pas la même chose. Et être jeune du Pont-Rompu, c'est pas la même chose que d'être jeune du 16e. Et donc, il y a une division dans la jeunesse. Les divisions de classe se reflètent dans la jeunesse. De même que pour les femmes et les hommes, de même que pour l'immigration, on a des distinctions de classe qu'il faut avoir en tête. C'est ce qui a fait dire à un grand sociologue, Pierre Bourdieu, qui est quand même quelqu'un qui a compté dans l'évolution de la sociologie, ce qui a fait dire à Pierre Bourdieu que la jeunesse n'est qu'un mot, M-O-T. C'est qu'un mot, c'est-à-dire que c'est une manière d'éviter de regarder les jeunesses, c'est pour ça que je parlais au pluriel tout à l'heure, les jeunesses telles qu'elles existaient. Alors si on a ça en tête, on peut du coup aborder un second aspect. Quelles sont les idéologies qui existent en matière de jeunesse aujourd'hui? Quels sont les discours qu'on nous tient? Alors, premier discours que l'on rencontre fréquemment, c'est le discours sur l'allongement de l'âge de la jeunesse, qui est à la fois une réalité, à la fois un discours, et c'est important de bien distinguer ce qui les distingue tous les deux. La jeunesse augmente aujourd'hui, quantitativement, si on les écoute, par les deux bouts. Elle augmente d'abord par le bas. On vous parle aujourd'hui de préadolescents, d'adolescents, de jeunesse et de post-adolescents. Si vous cumulez tout ça, ça fait une sacrée période de temps. Autrement dit, entre 14 et 30 ans, on serait dans une période de la vie dans laquelle on ne serait pas exactement comme les autres. Et ça justifierait un traitement particulier. Et donc il y a un allongement de l'âge
de jeunesse qui sert très bien le capitalisme puisqu'il justifie un traitement particulier par rapport aux autres travailleurs. Et donc, on est en train de nous habituer aujourd'hui à l'idée que le droit qui doit s'appliquer à la jeunesse n'est pas tout à fait le même droit qu'on pourrait appliquer aux autres. Et cela sur une durée de 10, 15, 20 ans, si vous prenez cette dimension d'allongement. Cet allongement n'est pas neutre, bien sûr. Il permet d'allonger le temps dans lequel une force de travail particulière, celle des jeunes, peut être considérée comme en mutation, et donc comme n'ayant pas à être traitée comme les autres. Elle permet de justifier des inégalités de traitement. Et quand on parle d'inégalité de traitement, c'est des choses très concrètes. Hein. De très nombreux jeunes fonctionnent, travaillent sur la base de contrats aidés. C'est-à-dire travaillent sur un autre droit que le droit général des salariés. Donc on a un traitement particulier. On nous dit également que le RSA, quel que soit ce qu'on pense du RSA, personnellement je crois que le RSA est largement insuffisant et c'est une manière pour le capitalisme d'éviter les révoltes sociales, mais le RSA, on nous dit, on ne peut pas le donner au moins de 25 ans. Autrement dit, ce qui est mis là en avant, c'est qu'un droit n'est plus le même en fonction de l'âge. Ce n'est pas les conditions économiques de la personne qui vont justifier l'accès à un droit ou non, c'est son âge. Donc on a bien un traitement spécifique, un traitement particulier de la jeunesse. L'apprentissage, qui dans bien des situations sont en réalité l'accès au monde du travail, et qui donne, en fonction, pour ce jeune, des droits différents de celui d'un salarié. Autrement dit, toutes ces formes spécifiques, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Elles ont en commun un aspect. Toutes sont marquées par la surexploitation. C'est-à-dire par une exploitation plus grande que celle liée à l'état du rapport de force et du droit du travail tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc les jeunes font à la fois partie de la classe ouvrière et à la fois sont dans la partie la plus exploitée de la classe ouvrière du fait de ces traitements d'exception qui ont tendance à se généraliser. C'est important de bien saisir cela parce que morceau par morceau, toutes ces mesures, elles se justifient, elles s'expliquent, elles se mettent en avant, elles se légitiment avec l'idée qu'il y a un problème spécifique des jeunes, donc il faut leur apporter une réponse spécifique. Donc on va nous dire, oui, mais les jeunes ne trouvent pas de boulot, donc il faut des contrats aidés pour libérer des postes. En réalité, on s'appuie sur un problème réel pour lui donner une fausse solution. La vraie solution, ce serait que le droit du travail s'applique de la même manière aux jeunes. C'est exactement la même chose que les sans-papiers. Hein. Dire les sans-papiers, ils ont des boulots non déclarés, et c'est un scandale. Ben, la réponse à ça, c'est de leur donner des papiers. C'est pas de les expulser, c'est pas de les chasser. Au plus on les chassera, au plus ils prendront de boulots, les cachets, des boulots, ils s'invisibiliseront, etc. Donc on a une réponse erronée à des questions réelles. Et c'est important de l'avoir en tête parce que du côté des militants syndicalistes, parfois, il y a des incohérences parce que justement, ils n'ont pas pris en compte ce processus global. Je vais prendre quelques exemples très concrets. Le discours sur l'ancienneté. C'est un discours, si on ne fait pas attention, qui peut devenir un discours anti-jeunes travailleurs. Anti-jeunes travailleurs. L'ancienneté a été un combat à un moment où le capitalisme avait besoin, parce qu'il manquait de force de travail, de garder les salariés dans l'entreprise. C'est pour qu'ils ne partent pas. Moi, quand j'ai commencé à bosser, il y a très longtemps, je me souviens très bien, hein, on pouvait encore quitter un trottoir, on changeait de trottoir et on trouvait du boulot. Et l'ancienneté était mise en avant par le patronat pour que les salariés restent dans leur entreprise. Aujourd'hui, le patronat, on n'a plus rien à foutre de l'ancienneté. Parce qu'ils trouvent tous les postes autour, tous les candidats autour qui pourraient remplacer ceux qui sont déjà là. Défendre l'ancienneté aujourd'hui, c'est-à-dire défendre de meilleurs salaires en fonction de la durée de présence dans l'entreprise,
certains des jours de congés supplémentaires en fonction de la durée de présence dans le congé, etc., peut se transformer en discours, en combat contre les intérêts des nouveaux collègues qui arrivent. Attends, c'est pour ça que la dimension explication, éducation, débat entre nous, elle est importante. Parce que les militants qui défendent l'ancienneté, ils sont sincères. Ils ont connu une période où l'ancienneté, c'était dans l'intérêt de la classe ouvrière. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Puisque la classe ouvrière est en train de se renouveler, liée à l'évolution de la pyramide des âges, et c'est important d'avoir ça en tête. Voilà comment on peut se tromper sur une revendication, parce qu'on n'a pas pris en compte l'évolution de la réalité. Et puis on a eu, je le disais tout à l'heure, le grand moment des négociations des réductions du temps de travail, où dans beaucoup d'endroits, c'est les nouveaux salariés, c'est-à-dire les jeunes, qui se sont retrouvés avec un sous-statut, avec des droits en moins. Et sur la base d'accords signés avec les syndicats, y compris parfois avec je dis parfois parce que c'était moins fréquent que les autres syndicats, y compris parfois avec la CGT. Pour vous donner juste un exemple, en 1975, on a 25% des 16-25 ans qui ont un statut dépendant d'une intervention publique de l'État. Soit intervention liée à l'éducation, éducation nationale, formation, etc., ou apprentissage, soit les contrats aidés, les dispositifs particuliers, etc. 25%, on est en 75, au début de la mondialisation capitaliste. Aujourd'hui, d'après vous, dites-moi un chiffre, un pourcentage 75% des 16-25 ans. On voit bien là, quand on compare ces deux chiffres, en quoi le traitement de la jeunesse a accompagné la mondialisation capitaliste, l'ultralibéralisation de la société. 75% des jeunes sont liés à une intervention publique de l'État et dans un sens de droit moindre que le statut moyen. Ça, c'est le premier grand processus, c'est le premier grand discours que l'on entend. Second grand discours, second processus, la familiarisation de la prise en charge économique. Vous avez tous vu le film Tanguy. Il nous a tous fait rire. Mais c'est un rire maussade. C'est un rire maussade en réalité. Dans Tanguy, c'est Tanguy le problème. C'est lui qui, par fainéantise, par facilité, par volonté de ne pas se prendre la tête sur les préoccupations économiques, etc., c'est lui le problème. Ça n'est pas la situation de la plupart des jeunes qui restent chez leurs parents aujourd'hui. On a de nombreuses enquêtes qui ont été menées qui soulignent que le besoin d'indépendance et d'autonomie est aussi important aujourd'hui qu'il y a 30 ans ou qu'il y a 40 ans. Ce n'est pas les jeunes qui d'un seul coup se seraient transformés et se seraient dit c'est mieux de rester chez les parents. C'est les conditions de l'autonomie qui sont devenues plus difficiles. C'est la possibilité d'être autonome qui est devenue plus difficile. C'est la possibilité de s'en sortir seul qui est devenue plus difficile. Ce sont les conditions possibles de gagner sa vie qui sont devenues plus difficiles. Et donc on voit bien là comment une réalité qui est des jeunes restent chez leurs parents plus longtemps, en fonction de la manière dont on l'explique, ça va condamner le capitalisme et les politiques du gouvernement, ou ça va renvoyer les jeunes d'aujourd'hui, vraiment, c'est des assistés, des fainéants, etc. Et il suffit d'écouter certains parents pour se rendre compte que même des parents sincères peuvent tomber dans le piège à force de voir des Tanguy, mais quand je parle de Tanguy, il y a le film Tanguy, et puis il y a le débat qu'on a entendu à 20h, et puis il y a un expert qui est venu parler à la télé, qui nous dit oui, les jeunes d'aujourd'hui, etc. Tout ça cumulé font qu'on crée une divergence générationnelle dans laquelle ancienne génération et nouvelle génération finissent par ne plus pouvoir débattre parce qu'on a un regard sur l'autre qui nous est imposé par l'idéologie dominante. Je ne sais pas si c'est clair, vous m'arrêtez s'il y a des choses qui sont pas suffisamment explicites. L'exclusion du RMI puis du RSA des moins de 25 ans en 88, ça signifie quoi en réalité? Et ça montre bien pourquoi on nous parle de Tanguy.
Ça signifie que le coût d'éducation et d'entretien de la force de travail des 16-25 ans est renvoyé aux familles. L'État se désintéresse, se retire également en disant il ne peut pas avoir le RMI et le RSA. Je ne parle pas du montant, le montant il faut qu'on se batte pour qu'il soit du niveau du SMIC pour moi, de telle sorte à ce qu'on ne puisse pas amener les personnes à considérer qu'il y a une concurrence pour le travail avec des gens qui veulent bosser et d'autres non. Donc il faudrait le mettre au niveau du SMIC. Mais l'idée qu'il y aurait des jeunes qui profitent de ça a amené à mettre cette limite d'âge. C'est renvoyer en réalité le fait qu'avant 25 ans, eh bien c'est à la famille de prendre en charge. L'État se dédouane. Il n'y a pas que ça. La suppression des allocations d'insertion pour les primo-demandeurs d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? En apparence, à aucun moment on nous parle de jeunes. On dit les primo-demandeurs d'emploi. Mais c'est qui les primo-demandeurs d'emploi? C'est pas que les jeunes, mais c'est d'abord les jeunes. C'est d'abord les jeunes. Et donc voilà une mesure qui à aucun moment va parler de l'exclusion de la jeunesse, mais qui en réalité a des effets, qui sont des effets qui touchent d'abord les jeunes. Parce qu'effectivement, vous sortez du système scolaire, dans le passé, vous aviez droit à une allocation pendant une durée dont vous n'avez plus droit aujourd'hui. Le durcissement des conditions d'indemnisation du chômage, ça va toucher, bien entendu, pas que les jeunes, mais ça touche en particulier les jeunes, puisque dans les conditions d'indemnisation, il y a quoi? La durée, l'ancienneté dans le travail. Et voilà comment, de nouveau, on va créer un sous-statut des jeunes, sans jamais parler de jeunes. Dans la réforme du temps de travail, de l'indemnisation chômage, à aucun moment il y a le mot jeune. Mais on sait très bien, si on regarde de près, qu'un des effets, ça va être du côté des jeunes. La même chose quand on définit le montant de la bourse des études à partir du revenu des parents. Alors, je ne vais pas parler des enfants de bourgeois, parce que la bourse, eux, n'ont même pas accès à la bourse, mais pour les autres. Ça conduit inévitablement à une minimisation de la bourse versée aux rares enfants des classes populaires qui accèdent à l'université. Je dis rare, parce qu'en réalité, on a tous l'impression, parce qu'on en connaît plein par rapport à avant, où il y en avait beaucoup moins. Mais en réalité, c'est 10% des enfants des classes populaires qui accèdent à l'université. Donc on n'est pas dans une démocratisation de l'enseignement, c'est pas vrai. On a encore un clivage de classe dans l'accès à l'université. Il y a beaucoup plus d'enfants des classes populaires à l'université qu'auparavant, mais regardez par rapport aux autres classes sociales, eh bien, l'inégalité est encore massive. Tout ça pour dire qu'on voit bien, quand on prend ces mesures-là, que la jeunesse est une production étatique. Ce qu'on appelle jeune, les âges de la jeunesse, c'est une production étatique. Et ces frontières d'âge que produisent les politiques publiques, que produit l'État, sont encore accrues par le fait que, entre le chiffre officiel et la réalité, il y a un décalage. Si vous regardez les chiffres officiels des jeunes qui ne sont plus scolarisés à 16 ans, vous vous dites, ah, ça augmente, mais si vous regardez la réalité de ceux qui ne vont plus à l'école réellement, c'est beaucoup plus important. Donc c'est encore accru. Il y a donc un âge légal de sortie de la scolarité et un âge réel. Bien entendu, pour ces jeunes qui sortent de la scolarité, eh bien, il n'y a pas de prise en charge collective. Et puis, dernière dimension, la proposition de Macron, il y a 2 ans, enfin, il y a 1 an et demi environ, dans lequel il propose de prendre en compte les aides possibles que les grands-parents pourraient donner à leurs petits-enfants. Donc on voit bien qu'il y a l'idée derrière que c'est à la famille et à elle seule de prendre en charge les besoins de la jeunesse. Ça n'est plus à l'État. Cette conquête du mouvement ouvrier qui est de dire l'État doit se préoccuper de la jeunesse, eh bien, on l'élimine
pour la renvoyer, pour la faire peser sur les épaules des familles. Alors, ne nous trompons pas, hein. Si on prend un peu de recul théorique, moi je suis marxiste, donc je vais vous donner l'explication marxiste. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez que dans l'approche marxiste, le salaire ne se limite pas à ce que vous recevez à la fin du mois. Ce que vous recevez à la fin du mois, ça n'est qu'une partie de votre salaire. Une autre partie est payée par les cotisations. Donc, est payée par les ponctions qu'on en prend pour s'occuper des problèmes sociaux collectifs. L'éducation, la voirie, tous les besoins communs, les besoins collectifs. Quand on dit l'État doit s'occuper de la jeunesse, et c'est à elle de financer les besoins de la jeunesse, on dit tout simplement ça rentre dans le salaire indirect. Lorsqu'on dit c'est aux familles de financer l'éducation de la jeunesse, on diminue le salaire indirect, parce que ça permet de faire des cadeaux aux patrons après, diminuer les impôts, etc. Et donc en réalité, c'est une partie du salaire des ouvriers à l'échelle nationale qui est retirée aux travailleurs et l'équivalent est grévé sur les familles. C'est les familles qui vont prendre ça en charge. Donc à l'échelle nationale, on a un hold-up. On a un hold-up sur le salaire indirect. Troisième discours, troisième processus en œuvre. Ce que j'ai appelé dans certains de mes écrits le processus de fragmentation. Nous avions une grille de lecture dans le passé qui était une grille de lecture qui était très partagée et qui avait été diffusée par le mouvement syndical et par le mouvement politique ouvrier, qui était la grille de lecture en termes de classe sociale. En gros, il y avait les jeunes de la bourgeoisie, les jeunes du prolétariat et les jeunes des couches moyennes. C'était la manière de raisonner des organisations, des partis, de la société. Et même le gouvernement est obligé de prendre en compte cela. Depuis les années 70, c'est-à-dire depuis que la mondialisation capitaliste a fonctionné, a commencé à se mettre en place, vous constaterez que la mondialisation capitaliste s'est mise en place après le changement du rapport de force mondial en faveur de la bourgeoisie, c'est-à-dire après la disparition de l'URSS, après un certain nombre de coups d'État au Chili, etc. Donc on a bien eu une offensive des dominants qui sont venus changer le rapport de force et ils ont lancé leur offensive. Eh bien, depuis ce moment-là, on va avoir non pas ces trois catégories, jeunes de la bourgeoisie, jeunes du prolétariat et jeunes des couches moyennes, on va avoir une approche en termes de catégorie de la jeunesse. Et là, vous pouvez en faire, non pas 3, vous en faites 15, 20. Autrement dit, on va diviser la jeunesse, on va dire les jeunes des quartiers, les jeunes étudiants, les jeunes apprentis, et on va séparer tout ça avec à chaque fois des dispositifs spécifiques. Donc il y a un processus de fragmentation de la jeunesse pour éviter qu'on perçoive justement les classes sociales qui sont en jeu. Dans la culture ouvrière, le statut de la jeunesse, donc je ne parle pas du droit, là je veux parler de culture ouvrière, qui est aujourd'hui fragilisée. Le statut de la jeunesse était lié à quoi? C'était assez simple en réalité. C'était basé sur des valeurs. Et dans la classe ouvrière, la valeur centrale, c'est la valeur travail. C'était quoi? Dans un de mes ouvrages, je le décris de la manière suivante. Un des sous-titres, c'est « Celui qui ne travaille pas ne mange pas ». Ça ne voulait pas dire que les enfants ne mangeaient pas. Hein. Ça voulait dire que j'ai accès au chapitre, je peux dire mon mot, j'ai le droit d'être citoyen, je suis écouté à partir du moment où je contribue à la production de la vie de la société. Et donc tous les parasites n'ont pas le droit au chapitre. C'est ce qui peut expliquer comment, par exemple en URSS, au tout début de la Révolution, bien, tout le monde avait des droits, mais celui qui n'était pas un actif, alors qu'il y avait du travail pour tout le monde, puisque en URSS c'était une obligation de l'État, eh bien celui-là n'avait pas accès quand il parlait, il n'était pas écouté. Seconde dimension que je voulais souligner,
C'est une anecdote qui montre bien cette culture ouvrière. J'ai interviewé une grand-mère très vieille dame, du côté de Douai. Je faisais un travail sur la culture ouvrière dans le Nord-Pas-de-Calais. Et cette dame, je lui demandais, mais racontez-moi comment ça se passait dans la famille. Et elle me disait, ah mais moi je me souviens très bien, le jour où j'ai eu mon premier emploi, j'avais 17 ans, et à l'époque c'était un emploi stable, il y avait des emplois stables à la sortie du système scolaire. Quand je suis rentré à la maison, il y avait mon père, et quand je lui ai remis ce que j'ai appelé la cérémonie de la première paye, l'enveloppe avec mon salaire, sa réaction, ça a été de me regarder, de me sourire et de me dire « À cette heure, tu as le droit de fréquenter ». Dans la tête de ce père de famille, l'idée de l'autonomie amoureuse, de l'autonomie affective, était liée au fait de travailler. Alors vous imaginez, pour ce père, ce que ça peut être que d'avoir une société dans laquelle son enfant, à 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30 ans, n'a pas encore d'emploi stable. C'est venu perturber tous les repères qui étaient liés à la culture ouvrière. Et il n'était pas rare dans les familles ouvrières d'avoir des plus jeunes qui pouvaient participer aux décisions alors que des moins jeunes n'y participaient pas. Par exemple, quand vous étiez étudiant, si vous aviez un petit frère qui travaillait, il avait plus droit au chapitre que vous, dans les décisions familiales. Ce qui montre bien l'importance de l'entrée dans le monde du travail, l'importance du statut qu'on a quand on entre dans le monde du travail. Et c'est cela que l'ultralibéralisme, à partir des années 70, est venu détruire. Pour résumer, on dira qu'avec l'ultralibéralisme, depuis les années 70, la définition de la jeunesse va se fragmenter et c'est des dispositifs qui vont définir les différents groupes de jeunes et non pas la classe sociale d'origine ni l'accès au monde du travail. C'est une première conclusion pour le CELA qu'on peut déjà avoir en tête, l'importance de ne pas s'organiser par la fragmentation. Le CELA ne doit pas être un syndicat d'étudiants. Il ne doit pas être un syndicat d'apprentis. Il doit être un syndicat des jeunes des classes populaires. Si je rentre dans les catégories... Hein? Vous voulez avoir des bottes? Oui, bien sûr, il peut avoir des bottes. En tout cas, évitons le piège de la fragmentation à ce niveau-là. Quatrième processus et quatrième discours que l'on peut entendre, les discours, cette fois-ci, idéologiques. J'en citerai deux qui me semblent les plus présents. Le premier, c'est le discours sur les jeunes comme grands enfants. C'est un discours qu'on entend très fréquemment. Et on l'a entendu fortement au moment du confinement, du premier confinement. Après, ils sont revenus un peu dessus, mais on l'a entendu fortement au moment du premier confinement. Les jeunes ne seraient pas entièrement rationnels, comme si les adultes l'étaient. Et voilà les jeunes qui ne respectent pas complètement le confinement et qui sont dangereux pour la société. Ils sont comme des grands enfants. Et donc, il faut s'interroger sur pourquoi on diffuse ce type d'idée. Pourquoi y a-t-il une telle insistance à présenter les jeunes comme étant incapables d'une réflexion au même titre qu'un adulte? Eh bien, ça rentre complètement dans la logique que je disais précédemment. Ce discours-là permet de renvoyer les jeunes à l'idée qu'ils doivent dépendre de la responsabilité des parents et non pas d'eux-mêmes. Si je pense qu'ils sont des grands enfants, je ne dois pas leur accorder des revenus propres. C'est pour cela qu'ils tiennent à la frontière des 25 ans pour le RSA, etc. C'est pas... où toutes les études démontrent qu'il n'y aura pas plus d'assistanat si les jeunes avaient accès au RSA, mais simplement, on change quelque chose dans l'idéologie dominante si on casse cette barrière-là.
C'est pour cela que même quelqu'un comme moi qui suis en désaccord avec l'idée du RSA tel qu'il a été pensé, il faut au moins exiger qu'il soit pour tous ceux qui n'ont pas les revenus pour s'en sortir. Plus globalement, cela s'inscrit dans l'idée du retrait de la responsabilité étatique. Dans toutes les sociétés humaines, je dis bien toutes les sociétés humaines, depuis que l'État existe, donc ça date depuis des millénaires, il y a toujours eu 3 responsabilités qui étaient cumulées dans le devenir adulte d'un enfant. Il y avait la responsabilité de la famille, la responsabilité de l'enfant lui-même et la responsabilité de l'État. Ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'éliminer l'idée de la responsabilité de l'État pour limiter la responsabilité à la famille et à l'enfant. On l'entend d'ailleurs en matière de délinquance. Lorsqu'on nous dit les parents doivent payer si on va enlever les allocations familiales aux enfants délinquants. Ce qu'on dit là, tout simplement, c'est de la faute des parents. C'est pas de la faute de la société. C'est pas de la faute de la manière dont on vit dans cette société. C'est de la faute des parents. Et donc on voit bien que là, le libéralisme vient éliminer l'État de la responsabilité qui est la sienne de l'éducation et du devenir adulte des enfants. Le discours libéral aime à parler de responsabilité, mais il oublie de préciser que celle-ci est d'abord la responsabilité de l'État. Second discours que l'on entend, le jeune qui porterait des déficits. Le jeune se définirait par ses manques. Les adultes auraient compris le confinement, les jeunes ne le comprennent pas. Les adultes seraient poussés vers la fête les jeunes seraient poussés vers la fête et ce qui les empêcherait de voir leurs responsabilités, etc. On les présente donc dans d'autres dispositifs, pour d'autres jeunes, ceux des quartiers populaires, ce serait une menace à l'ordre public. On les définit également par la délinquance, par l'incivilité. Le discours actuel sur les bandes, vous l'avez entendu. Nous serions dans une période dans laquelle les bandes de jeunes se développeraient. Ils nous prennent pour des idiots, quoi. Ceux qui ont mon âge, ils se souviennent des blousons noirs. Les castagnes du samedi soir. Non mais, et on est vraiment là dans une invention. On invente l'idée qu'il y aurait un phénomène nouveau, les bandes de jeunes, pour diffuser de la peur et du danger, et pour justifier un traitement particulier en direction de la jeunesse. Les bandes de jeunes, c'est une réalité très ancienne. Et c'est une réalité dans laquelle la violence a été présente de manière très ancienne. Là, on nous met en épingle 2, 3, 4, 10 faits divers pour justifier une peur dans la société et justifier en réalité la peur d'une révolte sociale globale dans laquelle la jeunesse prendra une place particulière. Parce que le degré de colère qui est accumulé, c'est dans toute la société, mais le traitement particulier qu'ont vécu les jeunes feront que les jeunes seront particulièrement présents dans cette révolte sociale et qui peut prendre des formes complètement inédites que l'on ne prévoit pas. Et il faut préparer la répression. En mai 68, on nous disait, c'est leur âge qui les amène à faire ça. D'abord, il n'y avait pas que des jeunes. Renault, c'était pas que des jeunes. Et ensuite, c'était pas lié à leur âge de jeunesse. C'était lié à l'exploitation qui était vécue. La révolte n'est jamais liée à un âge. Elle est liée aux conditions de vie et d'exploitation. Un jeune qui aurait tous ses besoins satisfaits, pourquoi voulez-vous qu'il se révolte? Et donc on n'est pas, on est bien là dans l'idée de nous inventer que les jeunes fonctionneraient différemment des autres, qu'ils auraient en eux un rapport à la violence particulier, qu'ils auraient en eux un rapport aux besoins sociaux particuliers, etc. Donc on nous invente une spécificité pour justifier un traitement spécifique. Alors si on a tout ça en tête, du coup, on peut regarder ce que tout ça cherche à masquer. Donc revenir aux faits objectifs.
Que nous disent les chiffres sur la jeunesse aujourd'hui? Quel est concrètement le devenir de notre jeunesse? D'abord, première réalité, la réalité de la paupérisation. Les chiffres, tous les chiffres, quel que soit l'indicateur que l'on choisit, montrent une dégradation des conditions de vie et d'existence de la jeunesse, que ce soit les jeunes qui sont encore chez leurs parents ou les jeunes qui sont à l'extérieur. Les jeunes qui sont chez leurs parents vivent la paupérisation, subissent les conséquences de la paupérisation subie par les parents, et ceux qui sont à l'extérieur ont une situation encore plus catastrophique. Donnons quelques repères statistiques. J'en ai choisi quelques-uns. En réalité, j'aurais pu en prendre 10 fois plus. Et peut-être qu'avec le CELA, on pourrait, si ça vous intéresse, faire un truc exhaustif. Ce serait énorme, hein, ce serait un énorme pavé. Mais quel que soit l'indicateur, vous retrouvez cette dégradation. Et vous retrouvez cette dégradation qui date de la même période, qui s'enclenche à la même période, qui commence à la même période, qui commence avec Mitterrand, c'est-à-dire au moment où il y a le tournant néolibéral, qui commence au moment, vous vous souvenez, 83, quand Mitterrand dit « Ouais, on a été des grands rêveurs, maintenant il faut regarder le monde tel qu'il est, et donc il faut des politiques d'austérité. » Pour les plus anciens, vous devez vous en souvenir. Donc on a bien un tournant là, et ça se voit très nettement dans les chiffres. Alors, donnons-en quelques-uns quand même. D'abord, un chiffre que j'emprunte à l'INSEE, qui nous dit un jeune de 18 à 29 ans, alors vous verrez, ce qu'ils appellent jeunes changent d'un organisme à l'autre, justement, dans ce que je disais tout à l'heure, sur l'allongement de l'âge de la jeunesse et sur la fragmentation. Un jeune de 18 à 29 ans sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté. 1,93 million de jeunes sont en dessous du seuil de pauvreté. Une étude de la Croix-Rouge, 2017, nous souligne qu'un jeune sur 5 a renoncé aux soins. Or, dans toutes les études de sociologie, le renoncement aux soins est considéré comme un indice de la précarité, comme un indice de la paupérisation. La même étude nous souligne, pour la région parisienne, et ce serait bien qu'on puisse faire ce type d'études ici, même de manière non exhaustive, même en soulignant les limites, que 13 000 étudiants dans la région parisienne sautent entre 1 et 4 repas par semaine. C'est parce qu'on sous-estime la paupérisation qu'on ne se pose même plus ces questions. Mais il faudrait aller se poser les questions aux jeunes qui ne vivent pas chez leurs parents, s'ils mangent tous les jours. Là, ce que montrait cette étude, c'est qu'en réalité, lorsqu'on ne vit pas chez les parents, eh bien, on saute des repas pour un nombre non négligeable de jeunes. Une étude de l'Observation de la santé de 2015 nous souligne, elle, que 30% des jeunes déclarent ne pas avoir de complémentaire santé. C'est ce que l'on appelle, en réalité, en termes sociologiques, les sociologues aiment bien inventer des mots, c'est ce qu'ils appellent la priorisation malheureuse. Quand j'ai un budget contraint, je dois choisir. Et donc je dis, je ne me soigne pas pour pouvoir manger. C'est ça la priorisation malheureuse. Quand le revenu est insuffisant, eh bien j'en arrive à faire des choix que je ne devrais pas faire si j'avais un revenu décent. La conclusion de cette étude de l'Observatoire de santé, c'est de nous dire que quand on les interroge sur ce qui leur fait le plus mal, ben, ils soulignent qu'on a un nombre grandissant de jeunes qui sont contraints d'être dans des choix qu'ils ne feraient pas s'ils avaient les moyens. Cela se voit également dans l'analyse que fait la CAF du reste à vivre. La Caisse d'allocation familiale fait chaque année des études dans lesquelles elle regarde par rapport aux revenus que l'on a, une fois que j'ai payé les charges fixes, le loyer, l'électricité, le gaz, il me reste combien pour vivre, pour me nourrir, me vêtir.
et avoir des loisirs. Eh bien, 2018, la CAF nous dit qu'on a, pour les 18-25 ans, on a près de 40% des jeunes, donc qui vivent en autonomie, qui ont 85 € de reste à vivre. Divisez 85 € par jour. Voilà. Vous voulez comprendre ce que c'est que la vie de cette partie de la jeunesse, vous divisez par 30. On a la même conclusion quand on regarde le taux de pauvreté au niveau national. Alors les différents statisticiens ne sont pas d'accord sur la définition, donc moi j'ai pris la définition la moins sévère pour qu'on ne dise pas que c'est orienté. Donc j'ai pris celle qui définit le taux de pauvreté à 50% du revenu. Si vous prenez ce taux de pauvreté-là, cette définition-là, eh bien, elle était de 7,5% en 1974 et de 17% pour les hommes et 19% pour les femmes. Donc quand on est femme et jeune, ça se voit. 19% pour les femmes qui étaient en dessous du seuil de pauvreté en 2010. Et d'après vous, en 2015, donc 17% en 2010, 25%. On voit bien en quoi on est bien dans 3-4 décennies d'ultralibéralisme et que la conséquence première, c'est cette augmentation particulière d'un statut de la jeunesse hyper précarisé. La crise actuelle n'a fait que révéler que beaucoup de jeunes étaient sortis du système éducatif de manière précaire. Et tous ces jeunes, eh bien, dans l'état actuel des régimes d'indemnisation du chômage, ils n'ont pas assez travaillé pour pouvoir accéder à l'assurance chômage. Ça, l'idée que la société doit aux jeunes qui sortent du système scolaire un minimum de stabilité, au moins pendant une durée, c'est un combat que nous aurons à mener. Et c'est pour cela que les réformes actuelles de l'assurance chômage sont non seulement scandaleuses pour tous les chômeurs, mais particulièrement scandaleuses pour nos enfants et nos petits-enfants, pour ceux qui ont mon âge. La signification définitive de ces données, c'est quoi? Eh bien, c'est que cette paupérisation, cette particulière de la jeunesse, toute la société se paupérise et la jeunesse se paupérise encore plus, cette paupérisation particulière, eh bien, c'est de la destruction de force de travail. Parce que ça se traduit par une dégradation des conditions de santé mentale et physique de la jeunesse. Si nous regardons les indicateurs de perturbation mentale, nous retrouvons les conséquences de cela. Si nous regardons le taux de suicide, nous repérons les conséquences de cela. Là, de nouveau, les indicateurs de conséquences viennent confirmer les indicateurs statistiques que je citais auparavant. Tout cela est bien entendu masqué par les discours idéologiques que j'ai parlé précédemment. C'est pour cela qu'on a autant de discours sur les jeunes qui seraient différents des adultes, qui auraient des besoins différents des adultes, qui seraient marqués par l'instabilité, qui aimeraient bien l'immédiat et pas le futur. Tous ces discours-là, véhiculés à la fois dans les contenus d'enseignement, à la fois au niveau des médias, à la fois au niveau des débats politiques, n'ont que l'objectif de nous habituer à ne pas penser aux jeunes et à leurs besoins comme on penserait pour quelqu'un de plus âgé. Et donc de nous dire, ben, c'est pas si grave que ça en réalité. Bien sûr, ils n'ont pas accès au logement, mais ils préfèrent la coloc. Bien sûr, ils n'ont pas accès au logement, mais ils préfèrent rester dans la famille. Bien sûr, ils ont des revenus moindres, mais ils ont moins de besoins. Toutes ces idées-là sont des idées qui sont diffusées à longueur d'antenne pour nous habituer à cela. En réalité, au niveau sociologique, on retrouve ce qu'Olivier Schwartz disait, parce que, bien entendu, ces discours s'appuient sur des témoignages de jeunes. On va amener un jeune à parler dans les médias et dire « Ah oui, mais moi je suis contre toute contrainte, hein. Moi j'aime bien vivre au jour le jour, etc. » Olivier Schwartz nous dit « Vous savez, ça s'appelle
l'adaptation par transformation d'une contrainte en choix. Quand j'ai une contrainte qui est tellement forte, pour ne pas souffrir, un certain nombre de personnes vont se donner l'image qu'ils l'ont choisi. Et c'est comme cela que vous allez avoir pour ceux que ça intéresse, j'ai fait toute une enquête sur les rappeurs, parce que j'étais étonné dans les quartiers populaires, là où il y avait un énorme besoin de travail, etc., du nombre de gens disant « Non, moi, le travail, ça ne m'intéresse pas, moi, c'est la musique. » Il y a vraiment beaucoup de musiciens là, dans les quartiers, c'est quand même bizarre. Et donc j'ai voulu enquêter là-dessus. Et en fait, on s'apercevait que beaucoup des jeunes disaient cela parce que le travail leur semblait impossible. C'était du renoncement, c'était de l'adaptation à une contrainte beaucoup plus qu'un véritable choix. Et donc, plutôt que de se confronter à la transformation de la société, quand je ne crois pas à la transformation de la société, quand je n'ai pas rencontré l'espace militant qui me permet de m'investir dans la transformation de la société, je peux me retrouver à transformer une contrainte pour ne pas trop souffrir en choix. Ça, c'est un phénomène psychologique qui est habituel. Donc voilà le premier effet de cette dimension de paupérisation de la jeunesse. Le second effet, c'est la précarisation, qui a autant de dégâts. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La paupérisation, c'est la diminution de votre niveau de vie. C'est la diminution de vos conditions matérielles. La précarisation, c'est pas ça. La précarisation, c'est l'incertitude dans la stabilité de vos revenus. L'incertitude dans la stabilité de votre condition. Quelqu'un de précaire peut très bien, pendant 6 mois, bien vivre, avoir un très bon salaire, et puis après passer par une phase où il n'y a plus rien. Donc c'est important de bien distinguer les deux qui se cumulent. Hein. Cette société aujourd'hui paupérise et précarise. Les discours néolibéraux aujourd'hui vont vanter et encourager, et parfois c'est repris par des gens qui ne sont pas néolibéraux parce qu'ils ne sont pas compte du piège, l'idée de mobilité. Donc on nous dit, la mobilité c'est bien, il faut bouger, il faut accepter de partir. Hein, vous habitez à Lille, allez bosser à Marseille, il faut une dynamique, il faut bouger. En Pologne, vous allez découvrir du pays, c'est très, très bien pour vous. Donc on met en avant cette idée de mobilité. C'est un des critères qui est mis en avant par Pôle emploi dans les accompagnements. Et en particulier, on considère que les jeunes doivent être une des populations les plus mobiles. Un jeune qui n'est pas mobile est considéré comme un jeune qui ne peut pas travailler. Pourquoi nous parlons-nous tant de mobilité aujourd'hui? Eh bien, on nous parle autant de mobilité aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a découvert des bienfaits à la mobilité. C'est parce que le néolibéralisme, il est basé sur la circulation des forces de travail. Telle entreprise à un endroit va délocaliser dans l'endroit où les salaires sont moins chers. Et elle peut y rester 2 ans et puis après repartir dans un autre endroit encore où les salaires sont encore moins chers. Et il faut donc trouver la force de travail qui accompagne cela. Le discours sur la mobilité et l'accompagnement idéologique des nouvelles règles de la mondialisation capitaliste qui permet à l'entreprise, indépendamment des conséquences sociales, indépendamment des conséquences sur les salariés, de bouger d'un endroit à l'autre, de fermer une entreprise pour aller l'ouvrir ailleurs, etc. Et pour cela, il faut habituer les gens à l'idée qu'il faut être mobile. Avant, la mobilité, elle existait. Elle existait comme choix pendant les vacances, comme choix pour découvrir, elle se construisait autrement. Là, on nous dit que c'est la mobilité dans le travail, c'est-à-dire dans les choix de vie quotidiens de la personne. Et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir des plans de licenciement dans lesquels on dit mais il n'y a pas de problème, on a prévu une proposition pour tout le monde. Ouais, en Pologne, ouais, en Bulgarie, ouais, on a proposé à quelqu'un qui a sa maison ici, ses enfants ici, ses petits-enfants ici, on lui a proposé un poste au Sénégal. Et donc on voit bien en quoi la mobilité fait partie des régulations de l'ultralibéralisme aujourd'hui.
Alors, si je dis ça, c'est que ce discours, il est particulièrement prégnant pour la jeunesse. Je vais donner là aussi quelques chiffres. 40% des jeunes de moins de 25 ans changent tous les ans de logement. 40%. Vous pouvez l'expliquer par l'état des revenus. Vous pouvez l'expliquer par la précarité des jeunes. Ou, première explication, ça c'est la mienne, ou vous l'expliquez là, qu'est-ce qu'ils aiment bien bouger les jeunes? Là, vous avez une explication matérialiste, la première. La seconde, vous avez une explication idéaliste. Dans 7 cas sur 10, ces changements conduisent les jeunes à changer de département. Et environ 1 fois sur 2 à s'installer dans une autre région. Donc on a bien là l'effet d'un traitement particulier de la jeunesse, étant moins protégés dans le monde du travail, parce que plus récemment arrivés, ils sont de fait plus précaires, les premiers licenciés, les premiers embauchés, mais aussi les premiers licenciés. Pour d'autres jeunes, la conséquence va être justement tous ceux qui vont être rétifs à la mobilité, eh bien, va être de rester dans la famille. Une partie de la jeunesse est contrainte à bouger sans cesse, une autre est contrainte de rester dans la famille. La part des 18-34 ans, vous voyez, quand on regarde les statistiques, on ne s'y retrouve pas, puisque les uns parlent de 16-25 ans, les autres de 15-29 ans, on voit bien qu'il y a là un flou dans l'élaboration des statistiques qui correspondent à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les catégories de jeunes qu'on essaye de nous diffuser. Sur les 18-34 ans, on a, si on prend un second critère qui est le travail précaire, donc les précaires de 18 à 34 ans vivent à près de 50% chez leurs parents. Rien que ce chiffre indique que Tanguy, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ceux qui restent chez les parents, c'est ceux qui sont socialement contraints d'y rester. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas moins indépendants que les jeunes d'hier. Mais il y a une situation de contrainte qui est plus forte aujourd'hui que par le passé. On pourrait faire d'ailleurs la même analyse sur d'autres questions. Par exemple, une étude que j'ai faite il y a 3 ans sur les violences faites aux femmes souligne qu'il y a plus de femmes qui restent aujourd'hui avec l'époux ou le compagnon violent que par le passé. On peut dire les femmes d'aujourd'hui sont plus maso ou moins courageuses, ou on peut dire c'est plus difficile aujourd'hui d'être autonome, de s'en sortir. Et donc, partir du domicile, c'est courir un risque qu'un certain nombre de femmes ne vont pas prendre aujourd'hui. 25% des jeunes vivent encore chez leurs parents et 67% d'entre eux déclarent que c'est pour des raisons financières. Et pourtant, on vous parle de Tanguy. 25% ont également renoncé à des dépenses de première nécessité pour pouvoir se loger. Donc la question du logement est une vraie question dans la jeunesse aujourd'hui. 12% se disent victimes de discrimination dans l'accès au logement. 26% n'ont pas accès à un logement locatif, faute de moyens. 15% des jeunes autonomes se sont déjà retrouvés sans logement ou dans une situation très précaire. La précarisation, elle touche à la fois l'emploi, mais elle touche un autre pan qui est aussi important, qui est la question du logement, qui a, on le sait, une place particulière dans le processus d'autonomisation de la jeunesse. C'est quand j'accède à mon premier logement que je peux devenir réellement autonome, c'est pas seulement le salaire. Bien sûr, ce que je vous dis là est à relier aux classes sociales. On voit très bien que ce n'est pas la même situation en fonction des classes sociales. Les différences entre classes apparaissent très nettement dans différentes études. Par exemple, sur les 32% des jeunes qui disent n'avoir rencontré aucune difficulté dans l'accès au logement, on trouve des jeunes essentiellement Bac+5, ayant eux-mêmes des parents propriétaires et appartenant à ce que l'UNICEF appelle les CSP+, cadres moyens et supérieurs. Autrement dit,
Il n'y a pas une jeunesse, mais il y a bien des jeunesses. Et que, à chaque fois qu'on défend les intérêts de la jeunesse, et il faut le faire en général, il faut avoir en tête, dans les revendications, dans les exemples que l'on donne, dans les argumentaires que l'on met en avant, ceux des classes populaires. Parce que sinon, vous aurez un discours abstrait sur la jeunesse et vous oublierez cette dimension-là. Comme par hasard, cette dégradation des conditions d'accès au logement des jeunes en général et des jeunes des classes populaires de manière beaucoup plus massive encore, eh bien, elle se déroule au même moment, dans la même période de temps, où l'État se désinvestit de la construction de logements sociaux. Ce qui indique bien que dans le passé, le logement social était le premier logement d'accès pour les jeunes. Ce n'était pas le logement privé, c'était le logement social. Et la diminution des politiques de construction de logements sociaux fait qu'aujourd'hui, eh bien, il y a un accès plus difficile au logement. Alors, ces indicateurs, j'aurais pu vous citer beaucoup d'autres chiffres sur la précarisation, comme pour la paupérisation. Je voudrais surtout insister sur les conséquences. Qu'est-ce que c'est quoi les conséquences d'une vie précaire? Autrement dit, j'ai un emploi pendant 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois, et puis j'ai une période de chômage, et puis j'ai un stage, et puis c'est quoi la conséquence de cela? C'est l'impossibilité de projection dans le futur. C'est la difficulté à imaginer, j'en serai où dans 3 ans? J'en serai où dans 5 ans? Et ça, nous le savons par des études de psychologie, c'est particulièrement destructeur. La pauvreté est destructrice, mais l'absence de projection est encore plus destructrice. On a connu dans l'histoire de nos sociétés, et c'est ça qu'il faut avoir en tête dans les débats, on a connu des périodes dans lesquelles la pauvreté était plus grande. Mais elle était, comment dire, on pouvait se projeter dans un mieux. Il y avait cette idée que demain c'était mieux. Et effectivement, dans les faits, le lendemain était mieux. Aujourd'hui, du côté des jeunes, on grandit avec l'idée que demain, ça sera la même chose qu'aujourd'hui. Demain, c'est loin. Ou ça sera pire. Ou j'y pense même pas. Ou je refuse d'y penser. Et là-dessus, ça nous indique d'ailleurs l'importance d'écouter les mots qu'utilisent les jeunes pour décrire leur situation. Je cite souvent l'exemple, parce que ça me semble le plus bel exemple, les plus grands sociologues sont les premiers concernés. Les plus grands sociologues du féminisme, ce sont les femmes. Les plus grands sociologues de la jeunesse, ce sont les jeunes. Prenons un exemple. Le mot galère. Aucun sociologue n'aurait pu inventer un mot qui correspond autant à la réalité. Qu'est-ce que c'est qu'une galère? C'est l'endroit où on mettait les esclaves dans la Rome antique pour ramer. Ils étaient attachés de manière tellement serrée qu'ils devaient faire sans cesse le même geste. Tout le temps, du matin au soir, le même geste. Qu'est-ce que disent les jeunes en disant c'est la galère? Ils nous disent hier c'est la même chose qu'aujourd'hui, aujourd'hui ça sera la même chose que demain. Cette idée d'un renouvellement permanent de la réalité. Il n'y a pas d'amélioration. Si je regarde où j'en étais il y a 2 ans et où j'en serai dans 2 ans, j'ai l'impression que c'est la même chose. Et donc je ne vais pas me projeter. Et ça a plein d'effets. Certains collègues ont démontré qu'il y avait un report de l'âge de mise en couple, par exemple. On se met en couple plus tard. Contrairement à l'apparence, si vous écoutez les médias, vous avez l'impression que les jeunes, ils sont en couple à 14 ans, etc. Non, on se met en couple plus tard, du moins en couple durable. On peut considérer que c'est une évolution des mentalités, ou on peut regarder que peut-être la question de l'engagement affectif, elle est aussi liée à la question de la stabilité matérielle. La question d'arrivée du premier enfant, il est plus tard que par le passé. On a toute une série d'indicateurs qui soulignent les effets de la précarité dans la projection impossible que notre société fait à cette jeunesse. Et donc, on n'a pas un changement inédit de la jeunesse ou une différence énorme de la jeunesse par rapport à leurs parents ou leurs grands-parents. On a une société qui se dégrade pour tous et qui se dégrade encore plus
pour certaines catégories, les femmes, les jeunes, les personnes issues de l'immigration. Donc il y a à la fois accroissement de l'exploitation pour tous et accroissement de la surexploitation pour certains. Alors, quelles conséquences en tirer pour notre travail syndical? D'abord, souligner que ce que démontre la pandémie aujourd'hui, puisqu'on a enfin quelques émissions télé qui commencent à nous parler, quand même, les jeunes souffrent de manière particulière, etc., ça ne fait que visibiliser un mouvement qui a enclenché depuis les années 80. En termes d'explication, c'est important de relier la défense des droits des jeunes et l'anticapitalisme. Je le disais au début, eh bien c'est également une conclusion. C'est essentiel pour comprendre la réalité que de relier les deux. Secondo, ça nous permet d'anticiper. Dans chaque période de crise, que ce soit cette pandémie ou auparavant la crise de 2008, ou si on remonte à la crise des années 30, à chaque fois, on sort d'une crise avec un affaiblissement des plus faibles. Autrement dit, tout le monde va payer cette crise, pas tout le monde, toutes les classes populaires vont payer cette crise, mais dans les classes populaires, ceux qui étaient déjà les plus fragiles vont être encore plus fragilisés. Autrement dit, on va sortir de manière... L'inégalité sera plus forte au sortir de la crise qu'avant la crise. Ce qui concrètement signifie que les effets de la pandémie et de la gestion de la pandémie de la classe dominante, eh bien on va la voir dans les mois, les années qui viennent, avec des effets de dégradation des conditions d'existence des jeunes en particulier. Ce qui montre un certain nombre de besoins. Le premier besoin, c'est des espaces dans lesquels on donne la parole et la parole se libère sur les conditions d'existence. Il faut casser les processus de honte, les processus où on ne dit pas ses difficultés, les processus où entre nous on ne dit pas les galères. Et ça, c'est un vrai travail. Alors, tant qu'il y a le confinement, on ne peut pas faire ça, mais l'idée de parler de la misère, de la pauvreté de la jeunesse et de créer des espaces dans lesquels ça puisse se parler, que le jeune puisse s'apercevoir que c'est pas lui, c'est pas que lui, c'est lui, mais son copain vit la même chose. Mais l'autre jeune à l'autre bout du département vit la même chose, c'est une dimension essentielle. La force de l'idéologie dominante, c'est de parcelliser les choses de telle sorte que le jeune peut avoir des difficultés à exprimer ses propres difficultés. Donc, la libération de la parole qui permet une visibilité de l'aspect global de la dégradation. Ce n'est pas moi qui suis un nul et qui n'ai pas réussi à gérer les contraintes, c'est un système global qui pose problème aujourd'hui.